Vous me direz si vous voulez que j'ouvre les caméras et micros des participants ou pas. Je pense qu'on peut laisser le choix à tout le monde d'ouvrir ou pas son Ok, micro. donc je vais Euh, les autoriser et ouais, puis ils feront comme ils veulent. voilà. Donc je mets les caméras et le micro. De toute façon, l'idée, moi, c'est que je présente un peu, puis après, je répondrai aux questions, on va échanger, donc Oui, autant avoir le micro ouvert, quoi. Enfin, autant avoir la possibilité d'ouvrir son voilà, micro. ouais. Donc là, ils peuvent, hein. Ok. Est-ce qu'on attend quelques minutes de plus? Bon, vous pouvez commencer, puis ils vont arriver, hein. Ok, Si vous super. voulez, j'introduis. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez, je l'espère. Merci d'être connectés à l'heure et de votre participation aux rencontres numériques Pays Basque. Donc moi, je suis Annick Delmagne, la directrice de l'Antique, juste là pour ouvrir et cliquer sur les bons boutons pour que tout se passe bien. Et je laisse la parole à Gauthier Roussil de Plateau Numérique qui va vous faire sa présentation. Et vous avez vos caméras et micros ouverts, enfin la possibilité d'ouvrir et d'interagir avec lui, poser vos questions, etc. Voilà, bon webinaire, à tout à l'heure. Bon, merci pour l'invitation et pour du coup l'introduction. Donc, comme ça a été dit, moi, je vais vous présenter rapidement un projet sur lequel j'interviens, qui s'appelle Plateau numérique, et dans lequel, en fait, on a intégré des questions d'éco-conception qui, si j'ai bien compris, font quand même partie des questions qui vous animent depuis hier et aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer comment, sur un projet concret, en fait, ça s'est articulé. Donc, des discours, en tout cas, comment ça se met en opérationnel, d'une certaine façon. Pour me présenter rapidement, alors, je ne suis pas nouveau sur le sujet. Ça fait à peu près 4 ans que je travaille sur le sujet d'un point de vue de recherche, mais aussi d'un point de vue de praticien, dans le sens où bien avant ça, j'étais designer de services numériques. Pour le dire très rapidement, en fait, mon contexte de recherche et dans lequel finalement aujourd'hui se situe ma pratique, c'est de comprendre à quoi ressemblent en fait des infrastructures et des services numériques qui sont compatibles, en tout cas possibles, dans un monde qui serait stabilisé à 2 degrés. C'est-à-dire un monde dans lequel on arrive à maintenir et à opérer les objectifs liés aux accords de Paris. Donc à ce titre, moi je pilote l'éco-conception de plusieurs services numériques, que ce soit au niveau territorial, du privé ou au niveau de l'État ou des agences nationales. Et en même temps, je suis donc doctorant à l'ENS Saclay en co-tutelle avec l'Institut rural de technologie de Melbourne. Euh, voilà, moi je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les conditions matérielles, donc c'est-à-dire l'eau, les matières, les ressources, les chaînes d'approvisionnement, les façons de produire objets, systèmes, infrastructures qui permettent aujourd'hui que tout fonctionne. Mais ce qui n'est pas forcément en donné, au fur et à mesure qu'évolue en fait l'empreinte matérielle de l'homme et que le système Terre lui-même change et modifie ces conditions matérielles qui permettent que ça fonctionne jusqu'à présent. Et donc à ce titre, ça fait aussi plusieurs années que je fais de la veille et que je suis la façon dont on estime l'empreinte environnementale du numérique, autant au niveau des impacts environnementaux que du calcul des impacts positifs, et donc son évolution. Voilà. Et donc, dans une de mes pratiques, j'ai deux gros projets. Je suis, moi, une des équipes de l'Agence nationale de la transition écologique, donc de l'ADEME, sur un service lié aux politiques de transition écologique dans les collectivités. Et l'autre, en fait, je co-gère avec un collègue ce projet qui s'appelle Plateau numérique, qui a une vocation, en fait, qui cible quelque chose d'assez précis, en fait, hein, qui s'intéresse à qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de penser le numérique depuis des zones ou des territoires qu'on va dire ruraux ou périurbains, et du coup comment on s'adapte à eux plutôt que de forcer les territoires à s'adapter à des services numériques qui sont généralement pensés hors de leurs besoins. Euh, Moi, c'est un constat que j'ai parce que tout simplement parce que en fait, je viens du Cantal
Et donc, je suis aussi attaché à ça, et je me posais la question vraiment de à quoi ça ressemblait un service numérique qui était pensé, ne serait-ce que pour les conseillers municipaux de ma mairie, en fait, enfin de la mairie d'où est originaire mon père, donc à Massiac, et de se rendre compte aussi que la plupart des services numériques sont pensés depuis des zones urbaines, à certains types de besoins, certains types de compétences, certains types aussi de regards sur comment devrait fonctionner la vie sociale et politique. Et du coup, on a un peu retourné ça, et puis avant de penser n'importe le service, on est plutôt allé demander à des conseillers municipaux de quoi ils avaient besoin, d'un point de vue outillage numérique, sans partir du principe que c'est forcément besoin de tout numériser, hein. Là-dessus, il faut être très clair. Moi, je suis pas là pour imposer la numérisation, je suis pour poser la question, où est-ce qu'on en a besoin, où est-ce qu'on n'en a pas besoin. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Et on s'intéressait au site web de mairie parce qu'en fait, on suppose que c'est quand même des sites qui ont une utilité, en tout cas, qui est difficilement contestable, dans le sens où ça fait le lien avec des citoyens et leur territoire. Et en tout cas, la structure de l'État et de sa répartition dans les territoires. Donc l'idée, c'était de faire à la fois donc la première chose, donc des sites web utiles dans le sens où on a vraiment essayé de penser avec des conseils municipaux dans le Cantal et dans l'Ardèche, quels étaient réellement leurs besoins. Et aussi de se mettre, en fait, de se dire qu'à un moment, il y a un effet de palier où, en fait, ce que doit faire un site web de mairie, d'un coup, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on intègre des démarches qui sont plus complexes et qu'on ne peut pas répondre à tout et qu'on devait bien se focaliser sur un petit segment où, en fait, où il y a forcément, pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de compétences, pas beaucoup d'envie, et de voir qu'est-ce qu'il y avait à faire là-dedans pour que ça soit le plus simple pour tout le monde. Donc le deuxième point, c'est aussi de faire un service qui est accessible dans le sens des normes d'accessibilité web, dans un premier temps, donc c'est-à-dire avec des personnes qui peuvent avoir des troubles de la vue, des troubles de l'audition, mais aussi certains besoins, donc, certains besoins auditifs, visuels ou cognitifs, qui fait qu'ils vont par exemple avoir usage de liseuse pour lire une page web, ou vont avoir besoin de niveaux de contraste spécifiques, etc. Donc c'était bien de s'aligner entièrement avec ça, et d'autant plus que les sites de mairie ont l'obligation de rentrer dans un référentiel d'accessibilité qui s'appelle le RG2A. Et donc l'idée c'est aussi quitte à tout faire d'un coup. Donc c'est-à-dire on fait l'accessibilité, on fait la RGPD, et on fait aussi l'éco-conception. Alors l'idée c'est aussi que ça soit adapté au budget d'une mairie rurale. Nous, ce qu'on a compris à partir de nos entretiens, c'est qu'à l'année, pour l'entretien d'un site web, une mairie met entre 500 à 1000 euros grand max, et peut même commencer plus bas que ça. Et c'est à peu près dans cet ordre de prix que des personnes qui sont spécialisées dans les sites web de ville en fait, proposent leur accompagnement. La question que ce soit durable, donc c'est bien la question de l'éco-conception dont je vais uniquement parler aujourd'hui. Et le fait que ce soit ancré dans les territoires, c'est en fait de proposer une solution. En fait, on fournit une boîte à outils et une solution finalement, et une démarche d'accompagnement, mais on cherche à trouver des personnes sur le territoire qui vont faire la maintenance, qui vont faire le suivi, pour deux choses: maintenir la compétence au niveau local et surtout et créer à notre petite échelle en tout cas un minimum d'emplois aussi à l'échelle locale. Donc ce soit pas quelque chose qui soit centralisé depuis quelque part dans une grande ville, mais qu'on ait bien des acteurs qui puissent se voir réellement sur le terrain et puis gérer ça ensemble, comme beaucoup plus facile de se voir en vrai que de passer par un chat ou par d'autres types de médiation. Donc il n'y a pas grand-chose, mais vous pourrez voir en tout cas sur le site aujourd'hui où est-ce qu'on en est. On est tout à fait Aujourd'hui, on a fini une phase de pilote euh, dans Ardèche du Nord, dans le village de la Louvet. Donc, on a eu une subvention européenne à hauteur de 23 000 euros pour développer notre petit pilote qu'on a testé, qu'on a voulu éprouver sur le terrain. Donc, nous, toujours dans une démarche territoriale, l'idée, c'est qu'on ne fait pas de site web sans aller sur place, notamment pour les pilotes. Après, lorsque le pilote est validé, qu'on peut plus étendre la solution, on fait appel à des référents locaux. Mais généralement, nous, quand on lance un truc, on le fait sur place. C'est important pour la communication, pour le respect aussi du territoire et des personnes qui y vivent. Donc là, vous voyez, le matin, aller à la mairie de la Louvet pour aller travailler avec le maire et les adjoints. Et donc là, vous devez dans la mairie, où on a passé 2-3 jours là-bas en fait à former en fait les adjoints à l'usage du service, à corriger les bugs aussi, hein.
voir ce qui marche, si tout fonctionnait bien, et puis rencontrer les acteurs locaux pour déployer tout ça par la suite. Aujourd'hui, le site, on peut le voir ici, le site pilote, c'est lalouvet.fr. On l'a mis en ligne début mars, donc ça fait déjà quelques mois qu'il est en ligne, tout se place plutôt bien. Bon, le maire en a été en tout cas très content aussi parce qu'en fait, le budget de réalisation du pilote était pris à notre charge, parce que ça faisait partie des fonds alloués par le budget européen. Donc ils ont eu un site gratuitement, ce qui les rend d'autant plus heureux, et qui était vraiment travaillé avec les conseillers municipaux et leurs besoins. Et surtout adapté vraiment aux spécificités des conseillers et de leur territoire, avec plein de choses qu'on a dû gérer. Enfin, mais aujourd'hui, si vous êtes sur le site, je vous conseille de lire les bulletins d'information du village. Ils sont très très riches. C'est quasiment maintenant une gazette en fait. C'est un journal, c'est le journal local en fait. Du fait de l'engagement des conseillers qui alimentent le site, c'est assez chouette à voir. Et on a rentré plein de choses en fait adaptées à leurs besoins, que ce soit des questions de tourisme, qui sont en fait des questions très fortes à ce type d'échelle, mais aussi des questions du bien commun ou de projets dans le village, de dire qu'ils recherchent un médecin, qu'ils veulent essayer de faire que la pharmacie reste, aussi que l'école reste. C'est en fait toutes ces choses qu'on essaie de faire entrer dedans et de faire en sorte qu'on réponde bien de façon précise à des besoins d'acteurs identifiés à certaine échelle et sur certains territoires. Je vous montre peut-être un peu plus le site par la suite, mais en gros, alors depuis 4 ans que je me renseigne sur la question, j'en suis à peu près arrivé à cette synthèse, qui pour moi, en fait, est ce que j'ai en tête lorsque je dois piloter l'éco-conception d'un service numérique. Alors j'ai 3 points de départ et j'ai les piliers par la suite, qui sont des principes qui me dirigent tout le temps dans la façon dont je fais un site. La première chose, c'est qu'on est là pour réduire l'empreinte écologique d'un service, de toute façon qu'il soit numérique ou pas. Si on regarde les objectifs posés par les accords de Paris, il va falloir réduire l'empreinte d'à peu près tout. Donc on est aussi là pour faire ça, quoi qu'il en soit, sauf que si c'est pas numérique, il y a moins de chances que je m'en occupe. Deuxième point, c'est pas très, y a rien de nouveau, hein, c'est répondre efficacement aux besoins des usagers et surtout aller demander du coup ce dont les personnes ont besoin. Donc nous, c'est ce qu'on a fait en faisant des entretiens avec des conseillers municipaux dans des territoires qui nous semblaient représentatifs, et aussi en allant analyser plein de sites web de mairie en fait, de taille, dont les tailles nous semblaient pertinentes. Et le troisième point qui pour moi est vraiment le plus important, et j'aimerais bien mettre l'accent là-dessus, parce que aujourd'hui, éco-conception numérique devient quelque chose qui attire beaucoup, en tout cas qui attire beaucoup de types d'acteurs qui vont offrir des prestations, de l'accompagnement, etc. Donc aussi, il y a des choses qui seront mal faites, hein, avec ce qu'on va appeler du greenwashing. Mais il y a quand même un point qui est important à garder en tête, c'est que si on fait l'éco-conception numérique, on ne part pas du principe que le numérique, c'est forcément la meilleure option. Et c'est vraiment là, moi, que j'aimerais insister. Moi, quand je vais dans une mairie à Massiac, où il y a 2000 habitants, ou à la Louvet, où il y en a 400, la question qu'on pose aux conseillers municipaux, c'est pas comment on fait un site pour eux, c'est qu'est-ce qu'on numérise et qu'est-ce qu'on numérise pas. Et c'est bien ça qui est important. On n'est pas là pour imposer la numérisation, parce qu'il y a plein de choses où ça ne sera pas très pertinent, et il faut aussi être conscient que ce qu'on appelle la numérisation, c'est aussi quelque chose qu'on utilise pour faire disparaître des services publics dans ces zones, en fait. Donc il faut aussi faire attention à ça, et c'est pour ça que moi, je dis que j'ai vraiment une posture agnostique. Je ne pars pas du principe que la numérisation arrive à un meilleur résultat. Il faut me le prouver. Et en l'occurrence, à chaque fois, moi, je me remets en question là-dessus. Et en effet, à Massiac, je me souviens, les conseillers municipaux ne voulaient pas qu'on touche au tableau devant la mairie où il y a petites annonces. Parce qu'en fait, c'est très bien comme ça, et les gens sont habitués à ça, et il n'y a pas besoin d'avoir un smartphone pour aller voir les dernières annonces de la mairie. Et le numériser, ça serait couper plein de personnes âgées qui sont habituées à voir ça, notamment à la sortie de la messe, par exemple. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et une fois si on se décide vraiment à numériser, qu'on sait précisément ce qu'on veut numériser dans ce service, et ce qu'on va pas numériser, on peut se poser des questions sur comment mon service numérique doit être guidé.
Voilà, la première chose que je vais prendre en compte, c'est comment le service que je produis favorise la durée de vie des équipements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui font ralentir nos équipements, nos téléphones, nos ordinateurs, certains types d'applications qui deviennent de plus en plus lourdes, qui demandent de plus en plus de puissance sur des téléphones ou des ordinateurs dont le matériel n'évolue pas. Et donc, du coup, plus ça ralentit, plus ça encourage un renouvellement, mais il y a aussi d'autres facteurs comme les forfaits qui renouvellent, les forfaits télécoms qui renouvellent tous les 2 ans, etc. En tout cas, on n'est pas là pour favoriser le renouvellement. On est là pour bien augmenter la durée de vie. Donc, on essaye de faire des choix d'usage et des choix techniques qui vont dans ce sens. La deuxième chose, c'est de réduire la consommation globale de ressources. Alors, je le vois autant d'un point de vue environnemental que d'un point de vue informatique, qui consiste aussi à réduire le nombre de requêtes le nombre de requêtes à des services extérieurs, le poids des pages, mais aussi donc du coup la consommation d'électricité, mais aussi les consommations de ressources, d'eau et d'énergie liées à la construction du matériel. C'est bien relié au premier pilier, hein, ça. Le troisième pilier, c'est de favoriser la durée de vie du service, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que le service reste pertinent en termes d'usage, maintenable et assez facile à faire évoluer pendant au moins 10 ans. Moi, c'est à peu près ça ce que j'ai en tête, parce qu'après, des sites qui durent 10 ans et qui sont assez pourris, il y en a plein, ça, c'est pas un souci. Mais est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose qui tient la route pendant plus de 10 ans, autant d'un point de vue technique que d'un point de vue d'évolution, d'un point de vue d'usage? Et parce qu'en fait, on n'a pas envie de refaire des sites tout le temps. Vraiment, il faut comme s'arrêter. Le quatrième point, il est important, notamment lorsqu'on travaille dans des zones rurales, et c'est aussi dans ce contexte que les piliers sont d'autant plus importants pour moi, c'est qu'on essaie d'optimiser pour les conditions d'accès qui sont plus difficiles. C'est-à-dire on part du principe qu'on doit accéder facilement au service depuis du matériel qui est ancien, qui est pas de très bonne qualité, avec peu de puissance ou peu de mémoire, et aussi dans des conditions de réseau, d'accès au réseau mobile qui sont plutôt faibles. Notamment à la Louvet, là, ils vont avoir leur antenne 4G qui arrive en juillet, enfin du coup ce mois-ci. Mais jusqu'à présent, sinon, la connexion était plutôt mauvaise. Et c'est plutôt une réalité de beaucoup de territoires, nous, sur lesquels généralement on va aller travailler. Et aussi, on part du principe que généralement les gens vont payer enfin, qu'il y a encore des gens qui payent pour les données, ce qui est moins présent en France. Mais lorsque je travaille sur des sites qui ont une vocation plus internationale, et notamment sur des pays en Asie, en Amérique du Nord ou en Afrique, j'ai tendance à penser que les données sont payantes. Et donc, il faut faire attention à ne pas non plus surcharger les sites à cause de ça. Donc voilà, donc et ce pilier est aussi relié au fait qu'on favorise la durée de vie des équipements parce qu'on optimise pour des vieux équipements finalement, et aussi qu'on favorise la durée de vie du service et la consommation de ressources. Et le cinquième point aussi important, c'est qu'en fait, l'éco-conception en soi, c'est juste la part en fait, d'un cercle vertueux, mais dans lequel on met accessibilité web, respect de la vie privée, ouverture des données, logiciel libre. Et en fait, si possible, si on peut tout faire rentrer ensemble, tant mieux, quoi. Faut pas voir ça comme une couche supérieure qu'on rajoute à un cahier des charges qui est déjà assez complexe. Normalement, nous, on fait en sorte que tout vienne ensemble. Comme ça, c'est fait une bonne fois pour toutes, tout d'un coup. Et après, on peut évoluer, on peut corriger, mais en tout cas, on essaie de mutualiser l'effort. En l'occurrence, moi, je fais pas d'éco-conception sans faire rentrer de l'accessibilité web. Ça me paraît, les deux vont ensemble, en fait. Et finalement, troisième point, c'est plus sur la question d'exemplarité, de penser question de sobriété. Il faut pas enfin, je pars pas du principe que les conditions matérielles dans lesquelles le réseau, un réseau télécom, un réseau de data center, seront éternellement maintenues et bonnes et de qualité. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles il y a de la panne, des questions de tempête, des questions d'usure, de mauvaise maintenance, etc. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte en fait aussi lorsqu'on fait tout ça, c'est qu'au-delà des enjeux d'éco-conception et de limites planétaires, il y a aussi des enjeux que sur des territoires sont soumis à plusieurs contraintes dans lesquelles il faut faire des choses plus robustes, qui demandent moins de choses à l'extérieur et qui sont aussi en capacité à tenir plus facilement, ou en tout cas être réparées plus facilement. Voilà, je vais m'arrêter là parce que peut-être ça a des questions. Mais sinon, s'il n'y a pas de questions, je peux vous faire une petite balade sur le site de la Louvet et vous expliquer deux, trois petites choses, des arbitrages qu'on a fait, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous voulez ouvrir le micro, si vous voulez poser une question.
Voilà, vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros pour poser vos questions librement, donc n'hésitez pas. Sinon, je peux vous faire la visite du site de la Louvet. Voilà, mais allez-y, Gauthier. Oui, 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 ok. la visite du site, très bonne idée. Hop, alors je vais juste arrêter mon partage d'écran et le remettre sur un autre. Hop. Alors, donc ça, c'est le site du village de la Louvet. Donc, quelque chose de tout à fait standard, un champ de recherche. Et une première chose sur la question de sobriété qui a été intéressante, c'est un attachement très fort à la photo, en fait, à représenter le village, le territoire et sa beauté. C'est un besoin qu'on trouve assez rapidement dans les territoires sur lesquels on travaillait. Et donc, du coup, quelque chose de tout à fait commun, mais c'est la demande, par exemple, est-ce qu'on peut avoir un carrousel, des images qui défilent, etc. Et en fait, on peut se poser la question, en fait, est-ce qu'on a réellement besoin? Euh, et comment on peut faire pour que, pour que ce soit quand même quelque chose de convivial? En fait, on dit la question, est-ce que c'est plus important d'avoir une image qui change une fois par saison, où vous changez à la main et comme ça vous montrez à voir l'évolution du village selon les saisons, plutôt que d'avoir un carrousel automatique. Et en fait, pour les conseillers, c'était bien plus intéressant de dire, ah non, on va changer une fois par saison, on va prendre la photo une fois par saison, on la remet en ligne, et comme ça, on verra le village qui évolue. Donc là, ils n'ont pas encore mis la photo d'été, mais là, était sur la photo automne-hiver. Donc on a aussi mis en place de la saisonnalité, de la collection de photos. Mais c'était aussi une approche intéressante, c'était toujours de se dire, en fait, on est quand même là pour interroger plein d'usages du web qu'on n'a pas vraiment on prend pas le temps d'interroger, et qui pourtant sont intéressants à remettre en perspective avec les objectifs qu'on se donne en termes d'éco-conception. Donc des accès rapides, bon, ça, pas de grandes surprises, des actualités. Et donc du coup, ici, ce qui se déplie, c'est l'ensemble des sous-catégories liées à la grande architecture de l'information sur ce site, où en fait, c'est les conseillers qui ont conçu l'architecture, donc avec mairie et démarche d'un côté, tout ce qui s'y attache, vivre à la Louvet, découvrir et bouger et projet à venir. C'est comme ça qu'ils souhaitaient découper leur contenu. Et en même temps, nous, le service qu'on propose avec Plateau Numérique permet aux conseillers d'avoir la main sur la façon dont ils veulent découper ça, mais aussi les accompagner dans cette démarche. Donc je vous fais, je pense que je ne vais pas vous expliquer un site web de mairie, mais voilà, il y a plein de choses qui sont rentrées. En fait, on a eu un phénomène assez intéressant, c'est que le site était plutôt bien pris en main, voire très bien pris en main par un des conseillers. Et du coup, il a tout mis dedans. Donc, je suis même plus sûr que ce soit vraiment un site web de mairie, mais plus, je sais pas, une base de connaissances sur ce village. Et c'est assez intéressant à voir. Après, voilà, avec des fonctions assez restreintes, dans le sens où, pour une mairie de cette taille, il y a beaucoup de démarches qui sont pas la responsabilité de cette mairie. On renvoie vers la préfecture, vers une mairie plus grande, etc. Et c'est aussi nous pour ça qu'on s'est intéressé à ce type, à cette échelle de territoire. Euh, il y a, bon, alors aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a plein de ressources. Enfin, quand vous êtes conseiller municipal et que vous devez faire un site web, le temps le plus long dans tout le projet, au-delà du développement et de la mise en ligne, c'est le temps d'aller chercher tous les contenus, les formater, trouver les photos, les textes, etc. Donc là-dessus, les forces vives d'un village sont quand même pas sous-estimées. Donc généralement, on trouve toujours quelqu'un qui a fait l'histoire du village. Donc il faut le trouver, c'est à lui qu'il faut demander de faire les pages sur l'histoire du village. Ce qui a été fait ici, donc on a vraiment on peut voir la taille des matières ici. On a un séquençage qui est quand même assez impressionnant, fait par l'historien du coin. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aussi repérer ces forces vives quand on doit aller dans ce type de procédure de récupération de contenu. D'autres besoins auxquels on a répondu, c'est que typiquement, euh, il y a l'agence de tourisme Auvergne-Rhône-Alpes qui a une base de données commune
pour l'ensemble des commerces, associations, hôtels, restaurants de toute la région. Et il y a une représentante sur place qui a fait tout le travail de base de données. Donc, au lieu de réinventer la roue, nous, on s'est juste connecté à la base de données qu'ils ont à l'Office du tourisme pour générer automatiquement les fiches des commerces qu'il y a sur place. Et donc, au fur et à mesure que l'Office du tourisme mettra à jour ces bases de données, ben, nous, ça évolue à notre côté, mais il n'y a pas un double travail de contenu à faire. Voilà, je pense à d'autres choses. Donc là, La Louvet, aussi une ville qui est liée à différents saints et saintes, donc une grande activité culturelle religieuse autour de ça. Et on n'en croirait pas comme ça, mais pour un village de 400 habitants, il y a une vie culturelle qui est absolument foisonnante, avec une saisonnalité qui est quand même assez impressionnante. Donc je ne vous fais pas le lien ici, mais en tout cas, ce qu'on a voulu, en fait, on a choisi la Louvet aussi pour ça, c'est qu'en fait, on a pu quasiment étudier tous les usages ou tous les études de cas possibles pour un village qui n'est pas très grand. Et avec eux, on a exploré quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins et on a essayé d'y répondre au mieux. Donc normalement, on n'a pas besoin d'être aussi, aussi complexe celui-là, mais en tout cas, on a vraiment voulu explorer au fond de tout au tout, et même jusqu'à la réservation du camping, où là, on n'a pas encore trouvé la meilleure solution, donc on passe par un service externe. Mais, mais à terme, on aimerait bien aussi que le projet va évoluer pour aussi faire en sorte qu'on ait des besoins prioritaires qui soient développés, comme celui de la réalisation du camping, qui est quelque chose qu'on a retrouvé en Auvergne, en Ardèche, dans les Pyrénées. Et finalement, nous, là-dessus, on était aussi un peu plus force de proposition, mais c'est dans un village, il y a voilà, la question de l'école, la question des pompiers, la filière bois, on recherche un médecin. C'est tout ça qu'on a voulu rentrer, puis aussi les histoires de personnes dans le village, en fait. C'est que ce soit quelqu'un qui fait des maisons en fuste, que ce soit l'éleveuse de Salers qui a la Louvet. Donc c'est tout ça qu'on a voulu raconter. Donc ouais, en tout cas, non, c'est tout ça que les conseillers ont voulu raconter à travers ce site web. Nous, eux, ils sont complètement indépendants maintenant. On les a suffisamment formés pour que tout aille bien pour eux. Et ben, on reste à leur écoute, hein, bien évidemment. Mais maintenant, l'objectif, c'est aussi de trouver quelqu'un sur place qui peut qu'on pourra nous former à notre solution et qui, par la suite, pourra aussi gérer la maintenance au long cours, être sur place et aussi faire que le site vive le plus longtemps possible. Mais sinon, vous pouvez lire tous les bulletins, ils sont très très longs et vous avez à peu près tout ce qui se passe dans le village. Voilà, je m'arrête là. Donc, c'est toujours des questions, ben, j'y répondrai avec plaisir. Vous avez des questions dans le chat, Gauthier. Une personne, Mathieu, qui demande s'il était possible de voir le back-office également. Alors, je pourrais le montrer. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel niveau, moi, de précision. Enfin, je peux pas rentrer dans les termes techniques, mais en gros, la stack qu'il y a derrière, c'est un CMS, donc un gestionnaire de contenu qui s'appelle Forestry, et derrière lequel on déploie sur Netlify et ensuite par Hugo. Voilà. Mathieu, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez parler directement avec Gauthier. Et enfin, en tout cas, voilà. Oui. Vas-y. Oui, bonjour. Merci pour la réponse. Ouais, j'aurais juste voulu savoir du coup la tête que ça avait le back-office et si les gens de la mairie étaient capables, sans problème, du coup, de mettre à jour directement par le back-office les données du site. J'imagine que c'est le cas, mais ok. Ouais, alors en effet, l'idée c'est que nous, si on va sur le territoire, c'est pas pour rien. C'est pour vraiment qu'on soit là pour les accompagner dans la prise en main du back-office, donc de la gestion de contenu, et pour qu'ils soient autonomes dessus. Donc aujourd'hui, nous, on n'intervient quasiment pas. Enfin, toutes les pages, depuis mars, il y a beaucoup de choses qui ont bougé sur le site, et nous, on n'intervient plus du tout. Donc c'est vraiment un conseiller, en l'occurrence, c'est Jean-Michel, mais qui a un profil spécifique parce que c'est aussi un contributeur Wikipédia. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a qu'on a une explosion des contenus. Mais en tout cas, nous, l'idée, c'était qu'on trouve aussi le gestionnaire de contenu qui soit le plus facile à prendre en main
pour tout type de niveau en informatique, et aussi qui répondent, nous, à d'autres contraintes qu'on a en termes d'éco-conception, mais aussi en termes d'open source. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé Forestry, mais qu'il y a plein de défauts, il y a plein d'avantages, mais aujourd'hui on reste sur ça. Forestry en 2 mots, c'est ça? Non, alors je t'ai envoyé un lien. Ah oui, je veux bien. Je ne connais pas le truc. Parce que je peux vous montrer le bac. Alors, si je Pas de souci, mais si je vois le CMS, je le connais pas du coup. Donc là, c'est forestry.io. Ah ok, d'accord. Ok. Forestry comme ça. Et est-ce que je peux vous montrer très rapidement le back-office, hein. Ça va être vite vu. Hop. Donc voilà, on arrive là-dessus. Il y a des pages ici, qui sont les pages cadres du site. Et ensuite, il y a la page d'accueil. Donc d'un côté, on a toutes les données qu'on doit mettre en place, les accès qu'on donne. Okay. Et ici, on peut directement corriger, on peut directement éditer le texte et remettre les images. Et pour l'image, c'est OK pour eux de ne pas l'avoir en direct dans le back-office, mais d'avoir juste le chemin vers l'image, là, j'ai vu oui, parce qu'on les a formés pour ça. Formés. Très bien. Je sais pas où est-ce qu'ils ont mis des images. En fait, les images, en plus, ça apparaît quand même comme ça. Ouais. Okay. Donc, il y a les deux possibilités. Les 2 options. Okay. Et en fait, c'est juste de rajouter ici. Donc, il y a deux façons. C'est qu'ils les mettent dans la librairie de médias. Okay. Et après, ils l'appellent. Ouais, ça ressemble à WordPress, mais en vachement simplifié, quoi. Enfin, vachement épuré, quoi. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'éviter l'usine à gaz et qu'on monte juste ce qui est nécessaire. Ok, super. Voilà. Bon. Avec un défaut, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas une version de ça en français. C'est très embêtant qu'on ce soit en anglais. Ah oui, effectivement. Et on est en train de pousser une version française, justement, sur l'outil. Ok. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Enfin, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, en tout cas, c'est encore un petit projet. Enfin, nous, on structure autour d'une association en but non lucratif. Donc, l'idée, c'est plutôt de proposer un outil, enfin, un parcours complet qui à la fois aide des agences locales du numérique comme l'Antique à accompagner dans la recherche de contenu, enfin, dans tout le pilotage du site où il y a une zone qui est toujours très compliquée, c'est récupérer les contenus. Et après, tout déployer, une fois qu'on a les contenus, c'est quand même plus rapide. Mais c'est autant dans l'accompagnement que dans l'utilisation de l'outil. Et que ça soit quelque chose qui soit placé sous un régime d'open source entièrement et qui soit sous une licence qui fait que ça peut être utilisé par des entreprises de l'économie sociale et solidaire, par des coopératives ou par des indépendants. Et vraiment, vu que c'est subventionné par l'Europe et a priori par la suite par l'État français, l'idée c'est que ça soit quelque chose qui reste ouvert à tous, dont tout le monde puisse profiter, en essayant que ça soit le moins cher possible, mais aussi avec une intention pour que tout le monde soit payé à sa juste valeur, notamment les référents locaux dans les territoires où ça sera déployé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? N'hésitez pas, je vois François G vous a parlé, Gauthier. Voilà, il trouve que c'est clairement plus simple que WordPress, que l'architecture et le design visuel du site rappellent l'aspect de Wikipédia. Alors, sinon, vous voyez dans le chat. Oui, on nous dit aussi que ça rappelle un outil qui est assez utilisé aujourd'hui, qui s'appelle Notion. Et en effet, il y a aussi ça qu'on retrouve. Voilà, en fait, c'est fait pour gérer l'information et surtout que ça soit accessible et lisible pour tout le monde, en fait. Et c'est vraiment ça aujourd'hui, moi, qui m'intéresse. Il n'y a pas de enfin, en tout cas avec Timothée, la personne avec qui je collabore, l'idée, ce n'est pas de révolutionner Internet, hein, c'est juste de faire en sorte qu'il y ait des services numériques là où on en a besoin. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Sinon, on arrête là ce webinaire.
Merci Gauthier. Merci à vous pour l'invitation. Et n'hésitez pas à consulter le programme de la journée de webinaire. Hein. Vous l'avez disponible sur le site des rencontres numériques Pays Basque. Voilà, il y en a tout au long de la journée, donc n'hésitez pas. Merci à tous, à très bientôt. Merci beaucoup, au Au revoir. revoir Gauthier.